du coup, ça, on l'a dit un petit peu déjà, il y a un certain nombre de textes, de directives, d'organisations sur lesquelles se base le programme de travail pour être écrit. On vous a détaillé, c'est un peu un patchwork. C'est un peu une slide, on va dire, fourre-tout. Mais en fait, ce qu'on a essayé de faire, en gros, c'est de regarder dans l'ensemble, sur tous les appels à projets, à quelle politique ou à quel élément plus global il était fait référence, pour juste que vous y pensiez, en fait, que vous les gardiez un petit peu en tête. Faire le lien, par exemple, je sais pas, moi, avec les GPI, enfin voilà, plein de liens en fait, que vous pouvez faire, que ce soit avec des initiatives ou des politiques, des directives européennes, ou aussi justement des initiatives qui sont lancées par différents États membres. Parce que vraiment, dans les appels à projets, c'est très spécifique, c'est clairement identifié. Mais même si jamais ça ne l'est pas, il faut quand même toujours penser que vous êtes dans le cadre d'un projet, vous déposez un projet européen, il faut toujours penser, quelle est la plus-value européenne, mais aussi quel est le contexte global auquel je cherche à répondre, le contexte global dans lequel s'inscrit le programme auquel je réponds. Et ça, c'est vraiment des éléments qui sont très très importants et qui peuvent vous aider notamment à faire toute la différence, surtout dans la section impact. Il ne faut pas penser rien qu'aux impacts directs de votre projet, mais il faut toujours prendre un petit peu de la hauteur, avoir une vision assez holistique de ce que vous cherchez à mettre en œuvre. Donc là, en l'occurrence, donc ça, c'est des... Bon, voilà, c'est un peu une slide fourre-tout, mais ça donne un peu une idée de, à la fois, comment est écrit le programme de travail, sur quelle base. Je pense à l'exemple le plus clair en ce qui nous concerne, c'est vraiment sur les matières premières. Le programme de travail, en ce qui concerne les matières premières, découle de l'EIP. C'est pas compliqué. Donc à partir de là, c'est évident qu'il faut aller voir ce qui s'y fait pour pouvoir s'intégrer dedans de manière un peu, d'être un peu, voilà, pouvoir construire à partir de ce qui a déjà été fait. Après, il y a pas mal de choses qui doivent être utilisées, auxquelles dans la section impact de chaque topic, on vous dit il faut que le projet réponde à telle directive. Donc, c'est le cas notamment pas mal des rapports du GIEC qui sont vraiment repris de manière assez large dans le programme de travail. Pareil pour l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, en gros. Vous avez aussi des choses, ça on l'a déjà dit, mais certains topics qui doivent répondre à certains projets qui ont déjà été financés. C'est le cas de l'ERANET Biodiversa pour la biodiversité, le projet Keep Inca, qui est en haut à droite, qui là pour le coup est un projet sur la fameuse comptabilité écosystémique et environnementale. Donc là c'est intéressant d'aller voir ce qui a déjà été fait, puisque c'est un peu dommage de repartir à zéro à chaque fois. Donc il faut et puis c'est vraiment à plusieurs, vous avez vraiment plusieurs niveaux. Vous avez des éléments qui viennent de la Commission européenne, vous avez pas mal de choses qui sont issues des Nations Unies. C'est le cas de la Convention pour la diversité biologique, qui est typiquement un organe qui a été créé par les Nations Unies, donc qui établit des plans stratégiques pluriannuels. Donc de la même manière, faut aller se renseigner. On ne peut pas tout vous détailler là, parce que c'est spécifique à chaque topic, et ça prendrait beaucoup de temps. Mais voilà, ça vous donne aussi une idée, c'est simplement l'idée que le programme de travail ne sort pas de nulle part, qui s'intègre dans une stratégie qui est plus globale, quoi. Donc il faut y répondre. Du coup, là, on passe dans la partie lire et analyser un appel. Donc, en gros, on va le voir, on vous l'a expliqué déjà, c'est assez hiérarchique. Vous avez des grandes catégories d'appels, puis des appels, puis des topics, puis des sous-topics parfois. Mais en gros, dans chaque topic, vous avez un certain nombre d'informations qu'il faut pas louper, parce que ça va définir ce que la Commission européenne souhaite financer. Le but, c'est quand même et c'est ça qui est toute la difficulté, c'est un peu de s'insérer dans un cadre qui est préexistant, et donc chaque appel, dans chaque appel, vous allez avoir
plusieurs catégories. Vous avez le périmètre thématique, donc le scope, qui définit en gros le cadre, c'est l'enjeu de l'appel. Vraiment, c'est ça donc voilà, le changement climatique a des impacts sur l'immigration, la santé, ça induit de la pauvreté, etc. Donc le but, c'est de mieux comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir créer des politiques, des stratégies de mitigation ou d'adaptation au changement climatique. C'est ça un peu ça ressemble à ça, un scope à peu près. Donc évidemment, il y a les critères qui sont attendus, qui sont détaillés. Donc ça, on en a un peu parlé. Il y en a certains qui sont spécifiques, mais globalement c'est un peu ça revient un peu sur les mêmes... ça revient dans tous les topics. Le type d'action, donc RIA, IA, CSA. Alors bon, voilà, ça comme l'a expliqué Émilie, ça change un peu, ça change le type de projet qui est attendu. Ça a aussi un impact sur les TRL qui sont attendus. Donc ça, il faut y prêter attention. Les critères spécifiques, je ne reviens pas dessus. Le budget disponible. Donc là, pareil, vous avez un budget pour l'appel et un budget par projet. Donc ça vous donne un peu une idée du nombre de projets qui seront financés et du potentiel futur taux de succès. Et évidemment, les deadlines qui sont à prendre en compte si on veut soumettre une proposition. Donc là, on va prendre en exemple 3 appels pour les détailler un peu plus précisément. Donc là, le premier, c'est le SC5 17 2018. 2018, ça veut dire que la deadline est en 2018. SC5, c'est le défi, c'est Societal Challenge 5. Donc c'est le défi environnement qu'on présente aujourd'hui. Et 17, c'est le petit numéro de l'appel. Donc là, c'est une RIA sur la prévision opérationnelle des tremblements de terre et les capacités prédictives face aux... C'est très spécifique, tremblement de terre, hein, c'est vraiment pas catastrophe naturelle au sens large. Donc c'est pas pour les inondations, les feux de forêt, tout ça, c'est vraiment tremblement de terre. Et donc là, on vous a détaillé un peu la hiérarchie du topic. Donc on voit bien, hein, vous êtes dans le programme de travail 2018-2020 environnement. Vous avez l'appel ça s'intègre dans l'appel économie circulaire. Puis dans l'appel solutions basées sur la nature et protection du capital naturel et culturel de l'Europe. Et ensuite, vous avez le topic. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? En fait, ça ne sort pas de nulle part et ce n'est pas juste pour la beauté de la hiérarchie du truc. C'est simplement en fait qu'à chaque fois, ça s'intègre dans un contexte. Donc, pour chaque appel, vous avez une introduction. S'il y a un topic qui vous intéresse, c'est bien d'aller voir l'introduction de l'appel parce que ça vous donne le contexte en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous détaille ça. C'est pas juste parce que ça fait joli. Donc c'est parce que ça a un sens et qu'à chaque fois tout est un peu lié. Donc il faut y prêter attention. Donc là, en termes de contexte sur cet appel-là. Donc bon, j'en ai déjà parlé, mais voilà, mieux anticiper les tremblements de terre, essayer de fiabiliser un peu l'information qu'on a et la prise de décision, faire en sorte qu'on anticipe ça pour protéger les populations surtout, quoi. Et puis pouvoir mettre en place des plans d'urgence en amont pour réduire les pertes. Le but, c'est aussi de protéger le capital environnemental et de mieux l'intégrer aux prises de décision. Et voilà, c'est aider les autorités publiques à mettre en place certaines stratégies, voilà, des plans d'urgence. Aider aussi le secteur privé, encourager aussi le secteur privé dans cette dynamique-là. Voilà, et puis voilà, pour protéger la biodiversité, les écosystèmes. Donc là, on vous a détaillé toutes les références. Donc vous avez certains, donc les ODD ou les SDG, qui sont détaillés spécifiquement dans l'appel. Chaque appel dit vraiment, voilà, moi je m'intéresse à l'ODD, un tel. Donc on voit que l'Union européenne s'intègre vraiment dans les décisions qui sont prises au niveau international. Et donc si on regarde plus précisément l'appel,
Donc vous avez donc j'ai détaillé un peu le scope ou le périmètre, le contexte de l'appel. Et là ensuite vous avez la partie objet de l'appel. Qu'est-ce qu'on attend des projets? C'est vraiment ça qui est détaillé dans cette partie-là. Donc là, c'est améliorer les capacités d'observation, la modélisation évidemment, pouvoir concevoir des procédures d'urgence et améliorer les systèmes de prise de décision pour répondre aux tremblements de terre, proposer des évolutions pour passer d'un seul modèle de prévision de risque à des modèles intégrés, plus complexes, on s'attache à des systèmes intégrés et pas juste à quelque chose de très ciblé géographiquement notamment. Donc développer des nouvelles générations de systèmes d'alerte pour atténuer l'impact des tremblements de terre et les risques sur les sociétés et sur l'environnement. En termes d'impact, de la même manière, en termes d'impact, c'est toujours assez détaillé. Alors parfois, ça peut être répondre à telle directive, mais là, en l'occurrence, c'est de la sismologie. C'est de la sismologie adaptée aussi au contexte politique, quoi. Donc c'est améliorer les connaissances en sismologie, mais aussi améliorer le lien entre ces connaissances-là et la prise de décision publique, politique. Donc capacité de réduction des risques sismiques, améliorer les prévisions à court terme, développer des plans de réduction des risques pour gérer les situations à faible probabilité et à fort impact. Donc améliorer les dispositifs de préparation, donc notamment en termes de communication aux populations et aux services publics, donc pouvoir améliorer la capacité à réduire les pertes humaines, environnementales qui sont liées au changement climatique. Oui. Non, en fait, vous avez certains. En fait, c'est assez détaillé dans le programme de travail. Quand vous le lisez, c'est assez clair. Mais en général, quand vous avez une liste comme ça, oui, il faut répondre à tout. Après, l'idée, c'est aussi d'avoir un consortium qui est suffisamment riche parce que tout le monde ne peut pas faire tout ça. Un seul organisme ou une seule université ne peut pas faire tout ça. Donc, c'est aussi le consortium sert aussi à ça. Mais sur l'appel à projet en lui-même, c'est clairement écrit votre proposition devra répondre à un ou plusieurs, ou alors à l'ensemble des. C'est clairement écrit, c'est même des fois surligné en gras. Généralement, ouais, et c'est là d'où la difficulté aussi parfois, c'est qu'on a justement des appels à projets qui sont quand même assez larges. Et il faut quand même prendre en compte que il y a un budget aussi. Si on vous donne une enveloppe de 6 à 8 millions, comme là par exemple c'est le cas, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Et il y a aussi un projet, c'est dans un cadre temporel bien délimité, quoi. Ça va être peut-être 36 mois ou 48 mois. Enfin voilà, il faut qu'il y ait quand même toute une logique. Et en fonction de ce qui est attendu, il va falloir que ça se justifie, quoi. Est-ce que l'ensemble des objectifs auxquels vous prétendez vouloir répondre, est-ce que c'est faisable dans le projet de 36 mois que vous proposez? Voilà, il faut bien prendre en compte l'ensemble de ces éléments. Et l'approche multi-acteurs ou autre aussi, qui est souvent attendue, ça peut aussi être une des difficultés, puisque vous ne travaillez pas tous au même rythme, vous n'avez pas tous la même façon d'appréhender justement un projet. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien anticiper si jamais vous souhaitez répondre à un de ces appels. Et donc sur la partie gauche, on vous a mis un peu la carte d'identité du topic. Donc quel type, donc ce qu'on a listé un peu plus tôt là, donc le type d'action, donc là en l'occurrence c'est une RIA, la deadline en 2018,
le budget, on vient d'en parler. L'approche multidisciplinaire, ça tombe sous le sens un peu quand on lit l'appel. Il est évident qu'il faut plusieurs types d'acteurs pour pouvoir répondre à l'appel. Et un peu le contexte, donc l'appui sur les ressources GEOS, sur les services Copernicus, en particulier de management des risques. Là, en l'occurrence, il est très marqué coopération internationale. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait dans le consortium, il faut qu'il y ait intégré des acteurs qui ne soient pas États membres ou pays associés à Agent 20. Donc avec d'autres pays, sachant que là, ce n'est pas spécifié en termes de zones géographiques. Vous avez certains appels qui sont spécifiques, on l'a vu, hein, qui sont spécifiques sur certaines zones. Là, en l'occurrence, c'est libre. Donc, il vous donne des exemples simplement dans l'appel à projet, dans les petites lignes. Vous voyez qu'il vous donne un exemple de, par exemple, coopération avec le Mexique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Mais ce n'est pas clairement indiqué dans l'appel. Vous devez coopérer avec des organismes issus de Nouvelle-Zélande ou autres. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez du coup des questions sur l'appel sur les tremblements de terre, c'est bon. On passe à l'appel sur les solutions numériques pour l'eau. Donc c'est le SC5 11-2018, qu'aussi une deadline en 2018. Donc si ça vous intéresse, il faut réagir dès maintenant. C'est un peu pour ça que la réunion elle a été organisée maintenant. C'est parce que vraiment on considère que en attendant l'automne, ça fait bon, même si l'automne c'est dans pas longtemps, mais ça fait un peu tard, quoi. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut anticiper. La plupart c'est quand même des consortiums assez complexes, donc voilà. Donc là il s'agit d'une action d'innovation, donc avec des TRL relativement élevés de 5 à 7. On se base sur l'EIPO pour la rédaction de cet appel. Donc si vous voulez plus d'infos, il faut aller voir le contexte pour comprendre un peu d'où vient l'appel, qui l'a rédigé, puisque c'est ça qui va déterminer aussi quels seront les projets qui seront retenus in fine. Donc voilà, c'est des projets qui sont à près à 5 millions d'euros. Et donc en termes d'objectifs globaux, l'idée c'est vraiment de pouvoir développer des nouvelles technologies pour faciliter l'accès, faciliter la gestion de l'eau, pour faire en sorte que tout le monde y ait accès, que ce soit accessible, que vous ayez une eau propre, etc. Donc, de la même manière, c'est un appel qui est très interdisciplinaire, puisque ils détaillent aussi le type de technologies qui peuvent être intégrées. Donc c'est assez varié en termes de technologie, hein. Donc ça peut être technologie portable, des clouds, l'intelligence artificielle, des capteurs, etc. Donc l'idée c'est de pouvoir intégrer des aspects tels que l'optimisation, la prédiction, le diagnostic, les microsystèmes, les micro- et nanocapteurs, les outils de modélisation, de visualisation, les plans de gestion de données. Donc c'est assez, de la même manière, les appels sont assez détaillés. Donc il faut aussi, et comme dans tous les appels, la plupart des appels, l'idée c'est aussi de pouvoir rassembler, vous avez une approche multi-acteurs, et donc le but c'est aussi de pouvoir faire en sorte que ces acteurs travaillent ensemble. Donc la recherche, le développement technologique et des acteurs publics. Aborder des défis qui sont liés à l'eau. Et aussi intégrer aussi les utilisateurs finaux. Donc ça peut être des citoyens, ça peut être des entreprises. De la même manière, c'est assez varié. Juste peut-être sur cet appel, on ne l'a pas dit à chaque fois en fait sur tous les appels à projets, mais là par exemple on vous a indiqué environ une fourchette attendue pour un projet, c'est 5 millions, le budget même du projet. Et dans le cadre du programme de travail, vous allez avoir le budget global qui est mis sur cet appel. Donc là, par exemple, on est à 14 millions, donc on sait qu'il va y avoir à peu près 2-3 projets qui vont être financés. Voilà, ça vous donne un petit peu quand même une idée de la taille du projet qui est attendu. Donc il faut toujours, pareil, avoir cette grille de lecture.
Dans l'appel en lui-même, le budget du projet, enfin une enveloppe indicative vous est précisée et vous pouvez aller à la fin justement des topics pour regarder l'enveloppe globale qui est mise sur cette ligne. Et donc en termes d'impact, l'interopérabilité des Decision Support Systems, le soutien à la prise de décision, maximiser le retour d'investissement. Comme l'a dit Émilie, c'est vraiment pouvoir aussi explorer toutes les plus-values qu'il y a autour de les plus-values économiques, commerciales qu'il y a autour de ces projets. Meilleure sensibilisation du public par rapport à la consommation d'eau. Ça veut aussi dire intégrer des acteurs qui travaillent sur ces questions-là. Des pouvoirs publics, des associations, la mise sur marché de nouvelles solutions. Là, on est vraiment sur des TRL élevés, donc le but, c'est aussi de pouvoir aller jusqu'à la commercialisation de ces technologies, la création d'une start-up, etc. Donc la mise en œuvre des objectifs de l'EIP-eau, donc réduction de l'empreinte d'eau, résilience aux changements globaux, etc. Et donc je rentre dans le détail du troisième appel qui est sur les liens entre changement climatique, services écosystémiques et biodiversité, qui est un appel qui est dans la première partie du programme de travail, donc sur le changement climatique, contrairement aux deux précédents. L'idée de cet appel, c'est vraiment de comprendre les interactions qu'il y a entre les processus écologiques et le changement climatique, les impacts sur la biodiversité, et pouvoir développer des stratégies d'adaptation, de conservation de la biodiversité, etc. Donc là, il s'agit d'une RIA, la deadline est en 2019, contrairement aux deux appels précédents. Donc là, c'est des projets entre 5 et 7 millions d'euros qui sont attendus. Donc il y aura 3 à 5 projets qui seront financés sur cet appel. C'est multidisciplinaire comme les projets précédents. Il y a une forte coopération internationale qui est attendue, et en particulier des pays du CELAC, donc les communautés des États latino-américains et caribéens. L'appel précise aussi que les projets qui seront financés devront faire le lien avec d'autres projets du défi 5. Donc le but, c'est de pouvoir, comme l'a dit Émilie, créer une instance dans le projet qui va avoir un positionnement un peu plus un peu plus de recul, et qui sera là pour faire le lien avec d'autres projets qui sont financés, pour se nourrir un peu les uns les autres. C'est vraiment ça l'idée. Donc là, en termes d'objets, l'idée, c'est vraiment d'analyser et modéliser les impacts du changement climatique sur les processus écologiques, la biodiversité et les services écosystémiques. Il est précisé dans l'appel que les projets devront travailler sur toutes les échelles spatiales et temporelles qui sont pertinentes. Ça ne veut pas dire, qu'il faut tout faire, parce que ce ne serait pas possible, mais le périmètre du projet, sur quelle zone vous allez vous attacher, sur quel le nombre d'années, etc. Il faut que ça ait un sens, quoi, que ce soit pas, faut que ça ait un sens et que ce soit pas sorti de votre chapeau ou de vos habitudes de travail. Il faut vraiment qu'il y ait faut pas dire ça fait 10 ans que je travaille sur cette zone-là, donc je vais continuer parce que je la connais bien. Il faut que ça ait dans le choix de vos zones de travail, il faut que ce soit pertinent. On vous demande aussi d'avoir au cours de ces projets un panel de régions en Europe qui seront analysées. De la même manière, il faut que ce soit un choix pertinent. Donc ça, après, en fonction du consortium que vous montez, en général, ça se fait de manière assez logique. Mais il faut que ça ait un sens au niveau social, économique, écologique, qu'on voit un peu, c'est des zones où il va y avoir
des incertitudes particulières ou des pressions qui vont être de diverses natures et auxquelles que le projet va pouvoir analyser et auxquelles il va pouvoir répondre. Donc comme on l'a dit j'ai l'impression de me répéter beaucoup, mais l'idée c'est aussi de pouvoir prendre en compte les projets et les résultats qui sont existants. Donc utiliser les services Copernicus sur le changement climatique, la surveillance de la Terre et de la mer, et contribuer à la mise en place d'initiatives de surveillance sur le long terme. Donc ça veut aussi dire intégrer des collectivités territoriales, des gens qui ont des pouvoirs publics qui vont pouvoir avoir un impact politique, enfin de créer des nouvelles politiques pour utiliser les résultats que vous allez avoir au cours de votre projet. Donc en termes d'impact, voilà, mettre en œuvre les stratégies de conservation de la biodiversité et de la gestion des écosystèmes face au changement climatique, améliorer les capacités de prédiction du changement climatique. L'idée, c'est encore une fois que l'Europe soit leader de ce domaine-là, de vraiment pouvoir améliorer les capacités de prédiction de l'Europe au niveau du changement climatique. Donc créer des méthodes d'adaptation plus rentables grâce à la mise en œuvre de solutions basées sur la nature. Et donc, voilà, mettre en œuvre des services écosystémiques, améliorer l'intégrité, la fonctionnalité, la résilience des écosystèmes et favoriser l'investissement dans les solutions basées sur la nature. C'est aussi ça, les politiques, les stratégies à mettre en œuvre. C'est aussi faire en sorte qu'il y ait davantage d'investissements qui soient mis sur ces stratégies-là, qu'il y ait une dynamique positive qui en ressorte. Et puis protéger le capital naturel. Donc vous avez un certain nombre de textes de référence, on en a déjà pas mal parlé, des textes qui sont liés à l'Union européenne, enfin qui sont des textes européens, disons des directives européennes, et des directives qui sont plus internationales. Donc la Convention sur la diversité biologique qui découle des Nations Unies, le GIEC, l'IPBES, dont on a déjà parlé. Bon, donc là, on vous a présenté donc vraiment dans les grandes lignes le défi, enfin les sujets, les thématiques, les priorités qui sont dans le défi 5 pour 2018-2020. Donc là, maintenant, en gros, le travail, c'est vous avez votre thématique de recherche, vous cherchez un financement. Il faut en gros formaliser, on va dire un petit peu cette idée de projet, analyser est-ce que vous avez vraiment les ressources, que ce soit matériel, mais aussi le temps. Est-ce que vous avez aussi le soutien de votre administration, de votre établissement, pour répondre justement à cet appel à projet. Et aussi, première question à vous poser, vous vous dites, OK, si j'ai identifié cet appel à projet, par exemple la coopération avec l'Inde sur la thématique de l'eau, est-ce que pour autant, est-ce que le consortium que j'envisage, est-ce qu'il est éligible ? Est-ce qu'on s'intègre justement dans un programme européen qui a des règles de participation bien spécifiques, des calls avec certaines règles aussi spécifiques. Donc il ne faut pas simplement regarder l'opportunité de financement qu'il y a derrière tout ça, mais il faut aussi regarder est-ce que cet appel à projet répond bien à mes besoins et est-ce que j'ai une chance quand même aussi de succès. Donc quelques mots-clés, innovation, transdisciplinarité, la plus-value européenne, parce que si vous répondez à un appel à projet européen, faut le justifier aussi. Pourquoi répondre à l'échelle européenne ? Qu'est-ce que ça va apporter de plus ? Pourquoi ne pas vous faire financer au niveau national, voire au niveau même régional parfois ? Et ensuite, faut aussi réfléchir. Est-ce que je souhaite être coordinateur ou est-ce que je vais être partenaire ? On va le voir derrière en détail un petit peu. L'impact n'est pas le même. Et en termes d'implication, d'investissement, ça ne va pas nécessiter non plus la même charge de travail, on va dire. Donc il faut bien vous positionner. Donc soit vous êtes coordinateur, on a recensé un petit peu quelques avantages, des inconvénients, mais bien sûr ce ne sont pas du tout des listes exhaustives, il y a bien d'autres éléments à prendre en compte. Avantage quand on est coordinateur, c'est bien sûr en termes de notoriété,
Vous êtes le principal bénéficiaire des retombées scientifiques et techniques du projet. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a tout un travail préparatoire qui est assez lourd et qu'il faut quand même savoir anticiper. Parce que vous pouvez vous dire que, bon, effectivement, vous êtes coordo, vous êtes chef de file, mais que vous pouvez aussi vous appuyer sur les autres partenaires. La réalité, c'est quand même souvent le coordo qui va rédiger l'ensemble des work packages. Enfin voilà, c'est vraiment lui qui va prendre le lead. Il est le chef d'orchestre, mais au final, il est aussi quand même celui qui met le plus la main à la pâte. Sauf si vous avez choisi bien sûr de très très bons partenaires parce que vous les connaissez, parce que vous avez l'habitude de travailler avec eux, vous savez qu'ils vont être réactifs et vous savez qu'ils vont savoir produire dans les délais impartis. En termes de recherche, quand vous recherchez des partenaires, c'est pas simplement vos collègues, les personnes avec qui vous avez l'habitude de travailler, mais c'est surtout des partenaires qui sont fiables, qui ont l'expérience de projets européens, mais aussi l'expérience dans vos domaines et qui sont reconnus. Dans les projets européens, il y a toute une partie qui est de description justement des partenaires où on va chercher à regarder la complémentarité et comment est-ce que le consortium que vous avez mis en place va effectivement permettre de réaliser l'ensemble des actions du projet envisagé et d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc il y a une adéquation entre la capacité aussi financière, il faut aussi qu'ils puissent participer à un projet européen, et une capacité opérationnelle. Est-ce qu'ils vont avoir le temps, est-ce qu'ils vont avoir les ressources, est-ce qu'ils vont avoir la compétence de mettre en œuvre ce projet. En termes d'action aussi, vous, si vous êtes coordo, donc vous allez avoir vraiment un rôle majeur dans la rédaction du projet, mais vous allez aussi, si jamais le projet est retenu, être la personne qui va être le point de contact avec la Commission européenne. Vous allez signer la convention de subvention et vous êtes l'interlocuteur privilégié de la Commission européenne. Ce n'est pas l'ensemble des partenaires qui va faire remonter ces petites questions à la Commission européenne, c'est vous, en tant que coordo, vous allez centraliser et faire l'interface avec la Commission européenne. Donc ça, c'est pareil. En termes de charge administrative, c'est quand même assez important. Il faut le prendre en compte. Vous avez au sein de vos structures des organismes, souvent des cellules qui sont dédiées pour vous accompagner aussi bien dans le montage que dans la négociation et dans la mise en œuvre. Si jamais vous avez un projet retenu, il faut bien penser par exemple à budgétiser, je ne sais pas, un gestionnaire de projet. C'est indispensable. Ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Ce n'est pas simplement un financement que vous obtenez et donc vous êtes très content, mais derrière, il faut aussi savoir le gérer et bien le gérer, ce financement. Bonne expérience des projets européens requises. Dans la section où vous allez présenter les partenaires et vous également en tant que coordo, vous allez notamment préciser votre investissement, votre implication dans des projets, que ce soit européens ou autres. Mais il faut quand même aussi avoir une expérience en termes de management de projet. Si vous êtes partenaire, les avantages, on a indiqué charge de travail préparatoire qui est légèrement allégée. Mais il faut quand même démontrer qu'on est réactif et il faut pas que le coordo, faut pas penser que tout retombe sur les épaules du coordo aussi. Normalement, vous êtes censé être réactif, être actif. Si jamais vous laissez le coordo tout rédiger, il faut quand même vérifier que les tâches qu'il va vous allouer, vous allez être en mesure de les faire. Est-ce que les délais qu'il vous donne pour faire telle et telle action, est-ce que c'est faisable? Enfin, il faut vraiment interagir quand même avec votre coordo parce que c'est vous au final qui allez faire. Donc il faut quand même être capable de dire ça je peux, ça je ne peux pas. Si je dois faire ça, j'ai besoin de telle enveloppe budgétaire. Enfin, il y a quand même tout un travail de négociation aussi qui se fait au sein même du consortium. Retombées moindres, c'est vrai, plus ou moins, parce que quand même, quand vous participez à un projet européen, vous êtes quand même clairement identifié et mine de rien, ça va quand même aussi élargir votre réseau. Comme vous le voyez, dans beaucoup d'appels à projets, on vous demande de faire le lien avec d'autres projets. Ça, c'est aussi un outil que vous pouvez utiliser, même vous, en tant que coordo, si jamais vous voulez monter un projet, pour identifier quel organisme a déjà participé à un projet européen, sur quelle thématique. Si vous y participez, c'est aussi un moyen derrière de vous faire identifier pour répondre à des appels à projets futurs. Ensuite, donc, en tant que coordo ou même en tant que partenaire, vous allez pouvoir être amené à recommander éventuellement peut-être d'autres personnes pour intégrer le consortium. On a vu souvent que dans le cadre des appels à projets, il y avait une approche transdisciplinaire, multi-acteurs qui était envisagée. Il faut toujours faire attention à avoir une bonne complémentarité des acteurs,
c'est une complémentarité au niveau des compétences scientifiques, industrielles, commerciales, la répartition géographique. On pense aussi quand même à la dimension de genre, qui est une dimension transverse sur laquelle il faut faire très attention dans le cadre des projets. Dans le choix des partenaires, vraiment c'est des listes non exhaustives, hein. On rappelle qu'il faut quand même que ce soit des partenaires qui soient connus et reconnus dans leur domaine, reconnus à l'échelle européenne, qui soient disponibles, qu'ils aient le temps de faire le projet que vous leur proposez et qui aient les capacités de mener à bien le projet. On ne prend pas simplement un partenaire, comme je l'ai indiqué, parce que c'est son ami, parce qu'il nous a aidés dans d'autres cas. Non, on le prend parce que c'est le partenaire qu'il nous faut. Et on ne prend pas de partenaire alibi. Par exemple, si on lit dans les projets européens que la participation, je ne sais pas moi, de PME est encouragée, on ne va pas simplement mettre la petite PME locale pour répondre à cette ligne de l'appel, mais on y répond parce qu'elle a un réel rôle dans le projet. La Commission européenne regarde aussi notamment, par exemple, est-ce que la PME, admettons, a un budget qui lui est alloué qui est suffisant? Enfin, voilà, on va vraiment regarder la cohérence entre les missions qui sont confiées, le rôle qui est joué sur le projet, est-ce qu'on va leur donner suffisamment de moyens pour justement mettre en œuvre le projet. La taille du consortium. Dans les appels à projets, on vous indiquait souvent qu'il y a par exemple des niveaux de TRL, des fourchettes budgétaires indiquées. Par contre, on ne vous indique pas participation de 12 partenaires ou de 15 partenaires. Ça, c'est à vous justement de constituer le consortium adapté pour répondre à l'appel à projet que vous visez. Et donc, encore une fois, par contre, ça sera en fonction de la taille de votre consortium. Il faudra bien faire attention, dans la partie mise en œuvre de votre projet, à mettre en place la structure de gouvernance qui est adaptée par rapport à la taille du projet que vous envisagez. Et au contenu aussi. Donc, on revient là un petit peu sur l'ensemble des éléments, la différence entre coordination, partenariat. Quand vous déposez un projet européen, on l'a déjà rappelé, mais il faut toujours faire attention à avoir une bonne connaissance de l'état de l'art, de ce qui se fait, de vous, votre projet, où est-ce qu'il va se positionner, justement par rapport à ce qui a déjà été fait et ce qui a déjà été financé par la Commission européenne. Il faut vraiment faire cet effort en fait, de recherche de ce qui se fait, de qui le fait, comment ils le font. Enfin voilà, il faut essayer de... C'est pas simplement identifier l'appel et y répondre, non, c'est aussi prendre connaissance de tout ce qui s'est déjà fait auparavant. C'est identifier l'ensemble des acteurs aussi qui sont déjà reconnus et qui participent sur des appels à projets dans votre domaine ou qui ont des compétences, une expertise vraiment bien précise. Ça peut se faire notamment en participant à des brokerage events ou à des événements organisés par la Commission européenne ou par le ministère ou autre. C'est là où vous allez un petit peu développer votre réseau, aller chercher des compétences ou justement obtenir des offres de partenariat. Même au niveau local, parfois, il faut peut-être aussi se renseigner ce que font les collègues dans le bureau d'à côté. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'essayer de répondre au même appel à projet? Enfin, est-ce que déposer des propositions concurrentes, est-ce que c'est forcément la bonne stratégie? Enfin, voilà, faut échanger aussi avec ses collègues qui sont des concurrents, mais qui peuvent aussi, justement, vous pouvez peut-être, en vous alliant, déposer des propositions un petit peu meilleures. Ici, on vous a donné, on vous rappelle le site H2020 sur lequel vous allez avoir l'ensemble de l'actualité relative aux différents défis, l'ensemble des événements qui sont organisés. Vous avez des sections pour vous accompagner où là par exemple vous allez retrouver plein de fiches mises en place par le point de contact sur les aspects juridiques et financiers qui vont vous donner en fait des explications sur les règles du programme H2020, montage financier, les règles en matière de propriété intellectuelle. On ne l'a pas mentionné, mais cet après-midi, vous avez une présentation aussi sur tous les aspects exploitation, dissémination. Sachez que lorsque vous répondez à un appel à projet du défi 5, vous êtes vous participez automatiquement à l'action pilote pour l'accès ouvert à l'ensemble aux données de recherche. Vous avez la possibilité de faire un opt-out, soit avant la soumission ou pendant le projet, mais ça c'est pareil, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. On ne l'a pas détaillé là dans notre présentation parce que vraiment cet après-midi on va vous en parler, mais il faut quand même être sensibilisé un petit peu à toutes ces politiques de open access qui sont encouragées par la Commission européenne. Enfin, même
au-delà d'encourager, qui sont limite obligatoires. Et vous allez retrouver donc des statistiques aussi sur la participation française. Enfin, voilà, vous avez vraiment plein d'informations sur le site H2020 de la formation en français, donc qui peut venir compléter parfois, compléter, ou vous aider à mieux comprendre ce qui est présenté sur le Participant Portal, où là tout est en anglais. Et là ensuite on vous présente donc le défi 5, voilà, donc quels sont les représentants, les participants au sein de ce défi, donc on n'est pas nombreux. Mais il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez des questions spécifiques sur des appels à projets. Voilà. On peut aussi compléter un petit peu le soutien que vous pouvez avoir au niveau local par vos structures dédiées au montage de projets européens. On essaye de se répartir un petit peu le programme de travail parce que, comme vous l'avez vu, c'est assez dense. Il y a énormément d'informations, donc ce n'est pas toujours facile de tout maîtriser, on va dire. Vous avez un peu des éléments un peu à côté qu'on demande d'intégrer progressivement dans les appels à projets. Donc voilà, on a parlé des questions de données, de genre auxquelles il faut un peu prêter attention. Maintenant, la chose qu'on a vu apparaître dans les programmes de travail de cette année, c'est toutes les notions de recherche responsable. Donc, c'est pas tout à fait de l'éthique, mais c'est vraiment avoir une vision globale de son projet de recherche, voir les impacts que ça peut avoir sur le long terme, les réutilisations possibles, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui courent un peu surtout H2020 en fait. Le lien recherche-société, ouais. Exactement. Donc il faut un peu avoir en tête aussi, quoi. Ne pas se focaliser juste sur son topic, essayer d'avoir c'est ça qui est le plus compliqué, hein, d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'on fait. Et c'est ça qui permet notamment de rédiger la partie impact qui est la plus compliquée à rédiger.